Quand il y a de la confiance, il y a aussi du pardon quand ça marche pas. Et à l'inverse, je sais pas comment on pourrait dire, du ego boost quand ça marche. Et ça, c'est assez, potentiellement, c'est difficile à faire, mais en revanche, quand c'est là, c'est quelque chose de très fort. Précisément, quand les gens ont confiance en toi et qu'ils ont confiance en eux, en tout cas que tu leur donnes confiance en eux, à partir de là, si tu veux, ils n'ont plus peur de tomber. Donc, ils tentent des trucs. Et comme ils tentent des trucs, et des fois, ça marche. Et à partir de là, tu vas chercher de la croissance parce que tu tentes des trucs qui existent juste pas ailleurs. Si tu veux, ils savent, au fond, que si ça marche pas, ce qu'ils ont tenté, personne va ce sera pas un process stalinien pour savoir à qui la faute. Ils ont ta confiance, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ils savent aussi quand est-ce qu'ils ont besoin de demander. Et en fait, cette dialectique entre j'aimerais qu'on puisse faire ça et du coup tu les challenges sur ah ouais mais pourquoi on ferait pas aussi ça, et ça te permet justement d'aller les chercher et ils te donnent précisément le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il y a ce côté de confiance qui est, en tout cas quand c'est construit, c'est extrêmement solide. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très ravi de vous recevoir dans cette moitié de saison du Brand Podcast parce qu'on est déjà à l'épisode 7, ça passe vite, on va arriver normalement d'ici l'épisode 12 aussi très rapidement. Donc voilà, pour toutes les personnes qui découvriraient l'émission suite à cet épisode, n'oubliez pas que la mission du podcast est de vous aider à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Comme vous avez pu le remarquer sur cette saison 3, on a fait un switch et maintenant on parle beaucoup des histoires, des parcours, ce genre de choses avant de parler un peu plus de stratégie marketing. Et aujourd'hui, je reçois Benoît qui va pas tarder à se présenter, mais comme d'habitude, le petit plug, puisque c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le Instagram du Brand Podcast, donc BRVND Podcast. C'est un Instagram que j'ai créé tout fraîchement cette saison et sur lequel je poste pas mal d'actu par rapport au podcast et notamment aussi des sondages pour vous faire participer à la création du format. Donc voilà, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à le follow. Sans plus tarder, Benoît, je te laisse te présenter. Hello Eddy, écoute, enchanté pour le coup, Benoît, donc je suis le Head of Marketing de Alma et puis je suis absolument ravi de participer à cet épisode. Ok, bon du coup comme d'habitude pour les habitudes du Brand Podcast, aujourd'hui on va parler du coup de ton parcours pendant une petite trentaine de minutes, puis on va continuer avec ce que vous faites chez Alma, votre stratégie marketing, etc. Et on va clôturer avec le Fast and Curious version brand. Sans plus tarder, on va commencer directement dans le vif du sujet avec Coureo. Donc toi t'es diplômé de l'ESCA donc en 2013, et ensuite t'enchaînes en fondant ta boîte. Et moi j'aimerais bien déjà que tu commences par nous expliquer qu'est-ce que c'était Coureo pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. Écoute, avec grand plaisir. Alors Coureo c'est une longue histoire et aussi, sinon surtout ma première histoire entrepreneuriale. Et elle commence avant le fait que je sois diplômé de l'ESCAR en 2012, puisque l'ESCAR en fait te permet précisément de substituer le stage de fin d'études à ce qu'ils appellent un stage entrepreneurial. Concrètement, ça veut dire avoir une idée entrepreneuriale et aller jusqu'au bout de cette idée pour savoir si effectivement ça peut devenir une entreprise ou non. Après une discussion donc avec la personne qui est devenue mon associé à ce moment-là, qui s'appelle Laurent Lubrano, on a eu l'idée, pas vraiment révolutionnaire dans l'absolu, mais de simplifier les maths, les cours de maths pour les lycéens, parce que lui il est prof de maths en lycée. Et en fait, il y avait à l'époque, quand on se met en 2012-2013, les EdTech en fait étaient assez pauvres et on s'est dit il y a probablement un créneau à aller chercher. Et donc l'idée elle était très simple, c'était de simplifier l'enseignement des maths, encore une fois comme j'ai dit aux lycéens, mais en utilisant les moyens entre guillemets du 21e siècle et notamment le smartphone. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'était quoi votre business model? Parce que c'est vrai que sur les EdTech, comme tu disais, il n'y en avait pas beaucoup et je pense qu'il y a aussi cette peur de est-ce que tu arrives à faire de l'argent dans ce genre de secteur? Donc très rapidement, si tu pouvais nous dire. Ouais, alors tu commences directement avec les questions qui fâchent, parce qu'effectivement, comme tu le dis assez justement, les modèles économiques des tech sont, en tout cas en France, particulièrement trapus. C'est pas du tout trivial de gagner de l'argent avec ça. Alors, si tu veux, la manière, je vais t'expliquer comment on a commencé, puis ensuite comment on a pivoté là-dessus. Donc, comment on a commencé, l'idée c'était de créer un produit qui n'est plus ni moins qu'une app, dans un premier temps à destination des classes de seconde, enfin des élèves de seconde. Et cette app, en fait, c'était du freemium. Donc, tu téléchargeais l'app gratos, et après, on t'offrait un chapitre. Et si tu voulais le reste de l'année, donc le reste des contenus, et dans ce cas-là, il fallait payer 9,99€ pour avoir accès à toute la... Et ça, en fait, c'est super difficile parce qu'en fait, et c'était une erreur, typiquement, ça c'est une erreur stratégique, pour le coup, qui est de dire, ton marché, il est pas énorme, il y a concrètement à peu près 500 000 élèves de seconde. Quand t'appliques les coefficients du freemium, tu te rends compte que tu vas pas faire finalement beaucoup de clients payants. Et donc ça pose la question derrière de la rentabilité. Alors évidemment, on avait un plan avec une fusée en plusieurs étages, et en fait, l'application, c'était une espèce de produit d'appel.
Mais initialement, si tu veux, le modèle économique, c'était de vendre des apps, enfin de vendre des services dans des apps. Ça, c'était vraiment le point de départ. Mais comme je te le dis, c'était pas du tout le point d'arrivée. Ensuite, on a fait quand même des gros volumes de téléchargement, même de clients payants, si tu veux, dans l'absolu, quand tu regardes les chiffres, en termes de couverture de marché. Si tu moyennises les choses, on peut dire que Covero était dans la poche d'un élève dans chaque classe de seconde de France. Okay. Ce qui en soi, est pas si mal en termes de traction d'usage. Mm-hmm. En revanche, si tu regardes les tractions avec les métriques financières, évidemment, c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Voilà. Okay. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où, on voyait que, en fait, in fine, ça marchait pas. Les volumes qu'il nous fallait étaient bien supérieurs. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'était de dire t'as un coût qui est assez important quand tu développes une app. En revanche, une fois que t'as la coquille, tu peux mettre les contenus que tu veux. En tout cas, nous on l'avait designé comme ça. Et donc on a créé une app à partir de l'app de seconde pour les bacheliers, plus précisément qui bachotent les épreuves de maths, quoi. Okay. Donc si tu veux, là t'as un coût de production qui est juste lié au coût de production vidéo, mais qui est pas du tout un coût techno. Et ça nous a pas mal aidé. On a fait quand même, on a fait un peu de chiffre d'affaires, mais rien de mirobolant non plus. Mais on a fait un petit peu de chiffre d'affaires. Mais on a vu là aussi que c'était une voie de garage, quoi. Très concrètement, on n'arriverait pas à s'en sortir comme ça. Et donc, on a pivoté et on a fait, donc là, on était en B2C, pour le coup, on vendait directement sur les stores auprès du consommateur final, les élèves ou leurs parents. Et puis, on a pivoté en tentant un truc qui est de dire, on va peut-être essayer de vendre au lycée. Vendre au lycée Alors, ouais, exactement. C'est-à-dire que le contenu qu'on avait, lui, il avait une certaine valeur, en tout cas pédagogiquement il avait une certaine valeur. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de vendre, et on a réussi d'ailleurs en partie de vendre les contenus qu'on avait créés pour l'appli, mais au lycée. En mode complément lycée, en fait, tu peux pas discuter. Ce genre de truc. En mode aide aux profs, en fait du contenu un petit peu dynamique, un petit peu 2.0 pour les profs. Ok, parce que je me dis, votre proposition de valeur, elle cannibalise le lycée, comment ils ont fait pour accepter un truc comme ça? Si tu veux, il y a quand même une frange non négligeable des profs qui se bat vraiment pour que leurs élèves réussissent. Et j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, tu vois. Et donc, si c'est pas eux qui ont la bonne idée, mais d'autres, ils l'apprennent. Tu vois, on dépeint assez souvent les profs comme des gens réactionnaires, etc. Alors, évidemment, tu as tous les effets de halo qui sont assez standards quand tu discutes d'un sujet sociétal comme ça. Mais quand tu les rencontres, tu te rends compte que c'est pas du tout fondé. Il y en a toujours évidemment, mais n'importe quel corps de métier c'est le cas, donc pas plus ici qu'ailleurs. Et donc quand tu leur montres le produit, quand tu leur fais comprendre comment ça fonctionne, et surtout quand tu leur mets des scénarios pédagogiques en face, c'est ce qu'avait très très bien fait Laurent d'ailleurs à l'époque. Et ils adhèrent. C'est assez bête de le dire comme ça, mais ils adhèrent et donc ils l'utilisent. Et la seule contrainte techno qu'il a fallu adresser là-dessus, c'était que les applis c'était pas possible. Concrètement, tu peux pas avoir un élève qui sort son smartphone en cours sur un cours, c'est un peu étrange. Ouais, surtout au lycée, quoi. Tu vois, ouais, surtout au lycée, effectivement, et surtout à l'époque. Donc en fait, on a créé en quelques semaines une plateforme d'e-learning. On a truqué un petit peu, c'était un CMS, ça s'appelait Joomla à l'époque, pour faire en sorte que notre contenu en fait soit délivré sur un site web et non plus en appli. Voilà, c'est le seul move techno qu'on avait fait ensuite. Et à partir de là, on a commencé à développer d'autres rubriques. Donc, excuse-moi, juste pour finir sur la partie, avant que je te parle plus avant du truc, juste sur la partie métrique là-dessus, on avait quand même pas mal d'utilisateurs. Mais il faut bien entendre que quand tu vends au lycée, tu as quand même des questions de timing qui sont assez compliquées. C'est-à-dire qu'en fait, les prises de décision sont pas très très rapides parce que ça doit être validé par l'administration, parce que plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est un tout petit peu compliqué de faire de l'argent avec eux. Alors tu peux en faire, mais c'est vraiment une relation de long terme, quoi. Et sauf que quand tu es dans une start-up, précisément, c'est pas suffisant. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui était de la partie purement modèle économique, et puis si tu veux je peux t'en dire un petit peu plus sur la partie produit, ce qu'on a finalement créé, quoi. Ok, ça marche. Mais du coup en gros si je comprends bien, déjà je reviens avant qu'on continue. Quand tu dis on a fait un pivot d'une app à une plateforme, vous avez fait ça toujours à deux? Ouais, à deux. On avait quelqu'un qui est devenu un copain ensuite qui s'appelle Benoît et qui lui aussi. Et qui en fait a fait l'application, puis ensuite qui nous a beaucoup aidé pour le pivot sur le site web. Mais effectivement, si tu veux, sur la partie purement développement commercial et développement contenu, on était deux full time.
Et après, pour la production vidéo, on était à 5-6. Ok, ça marche. Donc, du coup, vous avez arrêté. Enfin, déjà, pourquoi vous avez choisi d'arrêter le projet? C'était pas rentable parce qu'à la fin, vous avez fait le pivot, mais ça a pas marché le pivot? Alors, si tu veux, c'est le moment où on a fait le plus d'argent, c'est après le pivot. Concrètement, je pense que c'était la bonne strat, mais probablement trop tard. Et comme je te disais, tu as des cycles de décision qui sont trop longs, et au point que, concrètement, tu discutes en septembre pour une mise en pratique le septembre d'après. Ok, ça marche. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut au moins 12 mois de cash runway devant toi. Et ça, on ne l'avait pas, ça c'est très clair. Et en plus, on était à un moment où c'était juste avant les élections présidentielles, donc pas beaucoup de monde était chaud en fait pour investir dedans, parce qu'il y a aussi ce côté-là qui est de dire, en fonction du président qui va être élu, probablement les scénarios pédagogiques vont changer. Et enfin, c'était un moment où globalement le marché n'était pas super mature sur les techs, et donc lever des fonds à l'époque, c'était assez compliqué. Ok, ça marche. Donc du coup, j'allais te poser une question sur les réussites et les échecs du projet, mais globalement, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc du coup, après ça, toi tu deviens freelance, donc tu as exercé la chose pendant un an sur des sujets principalement basés autour de l'acquisition. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à cette transition de CEO à freelance, parce que déjà, tu aurais pu, je sais pas, retourner en CDI ou un truc comme ça. Et surtout, il y a un aspect qu'on n'a pas encore trop travaillé sur le podcast, mais c'est vrai que mine de rien, ça fait partie aussi du personal branding, c'est est-ce que mentalement, la transition, elle n'a pas été trop dure aussi? Parce que je me dis, quand c'est ton bébé, quoi, que tu développes ça depuis que tu sors de l'école, etc., tu sais, il y a un changement de posture qui est assez important. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de tout ça? Ça, c'est une très bonne question, de manière générale, sur ton rôle, en fait. Comment tu l'appréhendes, qu'est-ce que ça implique. Alors, il y avait plusieurs questions dans ta question. La première, c'était comment ça s'est passé. Alors déjà, le truc de passer de CEO à freelance, encore une fois, un CEO, ça ne veut pas dire grand-chose avant un certain niveau de boîte, pour le coup. Donc ça, j'avais pas du tout la grosse tête. J'étais assez lucide sur ma situation professionnelle à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, la transition, elle s'est faite assez naturellement pour deux raisons. La première, c'est parce que j'étais dans une pépinière d'entreprise, dans un hôtel d'entreprise. Et en fait, mes premiers clients ont été les gens que j'ai côtoyés tous les jours dans l'aventure Cooréo. Donc en fait, si tu veux, il n'y avait pas eu un changement aussi radical qu'on peut imaginer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que, entre guillemets, je réussissais plus, c'est terrible à dire, mais c'est très vrai, je réussissais plus finalement en freelance que je ne réussissais en tant que CEO d'une boîte, tu vois, enfin d'une startup. Je dis ça en rigolant, mais c'est assez vrai, c'est que concrètement, j'ai commencé à être freelance pour des raisons purement financières, qui est de dire, quand tu es le PDG en France, t'as pas de chômage. Donc ça veut dire que quand moi j'étais plus CEO, j'avais juste plus du tout de rentrée d'argent. Et donc il a fallu que je trouve quelque chose assez vite. Et pour le coup, freelance, c'était un bon moyen de rentrer de l'argent, non pas facilement, mais en tout cas plus facilement qu'autrement. Et donc si tu veux, quand ton contexte de tous les jours change pas tant que ça, et que par ailleurs, finalement tu gagnes ta vie en le faisant, ça aide quand même beaucoup à ce que la transition soit smooth, quoi. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi des certifications, parce que c'est vrai que j'ai vu que sur ton expertise que tu proposais, tu avais fait les certifications Google Analytics, AdWords, ce genre de trucs, tout ça. Et c'est vrai que dans l'épisode précédent, on en a parlé avec Véronique Aboguet, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter, parce qu'on a parlé sur la psychologie positive. Mais c'était une certification qui était plus, entre guillemets, sur des compétences non techniques, puisque émotionnelles. Toi, tu as fait vraiment une certification un peu plus technique. Je sais que Google, ils investissent un truc de fou dans toutes ces certifications pour essayer de rendre l'éducation plus accessible. Pour toi, est-ce que c'était un réel outil d'aide à la vente, ou c'était juste un truc que tu as fait comme ça quand tu galérais, histoire de faire joli, quoi? Alors, en tout cas, je l'ai fait dans une logique d'aide à la vente. Je suis sûr et certain que c'est contributif. C'est-à-dire que quand tu arrives à la slide, grosso modo, quand tu fais du free, grosso modo, tu as une espèce de prise de brief, ensuite tu reviens avec un avant-projet et un projet. Et quand tu arrives sur la slide qui je suis, et que tu mets les gros logos certifiés par Google, machin et trucs, c'est pas ça ce serait pas un deal breaker de pas les avoir, mais ça aide quand même pas mal à finalement signer, quoi. Donc ça, je suis convaincu que c'est pas du temps mal investi. Ça, c'est clair. Et donc je suis assez confiant sur le fait que ça m'ait aidé à gagner des deals. Ça veut pas dire pour autant que si je les avais pas eu, j'aurais pas eu ces deals là. Mais tu vois, encore une fois, dans les sales, t'as rarement un élément, un argument qui fait la diff.
En revanche, c'est la somme des arguments qui emporte l'adhésion. Et est-ce qu'en termes du coup d'apprentissage marketing, toi aujourd'hui t'en as retenu des choses ou tu t'en rappelles plus du tout? Enfin, est-ce que tu réutilises les trucs que tu as appris dans cette certification dans ton rôle actuel? Parce que je me mets à la place de l'audience, ça c'est une certif qui est potentiellement gratuite ou qui coûte moins d'une centaine d'euros. Potentiellement, des jeunes marketeurs pourraient la faire, mais ça va durer, genre, je sais pas, 6 mois à faire, etc. Enfin, est-ce que c'est du temps qui est rentable en termes d'investissement, quoi? Ouais, effectivement, ça c'est une bonne question. Alors, je vais différencier deux types de certifications. La première, c'est sur les régies publicitaires, type Facebook Blueprint ou certification Google Ads. Ça, c'est valide qu'un temps donné. Typiquement, la manière dont Google Ads évolue fait que ce que j'ai appris il y a du coup maintenant quelques années n'a juste plus aucun sens aujourd'hui. Tu vois, le smart bidding, par exemple, c'était vraiment quelque chose qui était embryonnaire à l'époque. Tu sais, la logique de CPA cible, ROS cible. Ça, c'était vraiment embryonnaire, alors qu'aujourd'hui, c'est juste la market standard, quoi. Donc ça, c'est un point important qui est de dire, les régies, elles vont très très vite. Et donc, si tu veux pas appliquer tout de suite ce que tu apprends, typiquement en étant freelance ou même juste à titre perso, quoi, l'appliquer, ça sert pas à grand chose. Même si tu peux trouver suffisamment d'informations pour comprendre la logique et c'est largement suffisant, plutôt que faire une certification. En revanche, la certification, le GAIQ, donc la certification Google Analytics, ça, pour le coup, alors je m'en sers plus en day-to-day aujourd'hui, mais c'est quand même super pointu. Et c'est, je pense, très 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 utile parce que la méthode Analytics, elle peut s'utiliser avec n'importe quel tool. Et en plus, Google Analytics c'est toujours un outil hégémonique. Donc ça pour le coup, ça a vachement de sens. Par contre, elle est assez ardue. Mais à part ça, je pense que c'est de toutes celles que j'ai faites, c'est probablement celle qui a le plus de valeur encore aujourd'hui. Ça t'a pris combien de temps de la faire? Alors moi, j'avais pas mal bossé dessus, donc ça m'a pas pris énormément de temps, je dirais une quinzaine de jours peut-être. Que dans l'épisode dernier avec Véronique, justement, elle disait que pour elle, il fallait vraiment prendre le temps, etc. Parce que si on le faisait trop vite, après on perdait une forme de valeur. Du coup, c'est pour ça que je voulais avoir aussi ton retour sur des certifs plus techniques. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, Google Analytics, c'est un outil complet, quoi. Donc, si je me dis, si les gens le font trop vite, il y a peut-être moyen de se perdre, etc. Mais bon, 15 jours, ça reste quand même respectable, etc. Surtout pour la valeur que ça va te donner. Du coup, par rapport toujours aux questions, après ça, donc, tu as été re-salarié. Donc, cette fois-ci, CMO à multiples reprises. Donc, chez YesPark et chez Move in Motion. Et maintenant, aujourd'hui, chez Allemand en tant que Head of Marketing. Mais du coup, ma question pour toi, c'est quand on connaît la liberté d'être associé, d'être entrepreneur, d'être freelance, pourquoi revenir au salariat, du coup? C'est vrai. Alors, je pense qu'il y a alors, ma réponse ne m'engage que moi, et puis je pense qu'il y a plusieurs vérités derrière ça. Et si tu veux, être CEO, c'est aussi une énergie qu'il faut avoir tous les jours, tout le temps. Et ça, si tu veux faire de grandes choses, il faut se lever le matin avec vraiment envie de bouffer le monde. Et ça, c'est pas... ça te demande de l'énergie précisément, quoi. Ça, c'est un point hyper important. Et très clairement, c'est pas simple. Tu vois, moi j'ai quand même mis beaucoup d'énergie dans Coréo. Mais tu vois, à la sortie de ça, j'avais peut-être besoin d'un truc non pas plus calme, mais de plus cadré, où finalement tu décides pas de tout le temps. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est aussi les boîtes dans lesquelles j'étais patron du marketing m'ont toujours laissé plutôt une liberté d'action, ce qui fait que, tu vois, ce côté liberté qu'on peut revendiquer quand on est freelance ou quand on est patron d'une boîte en général, je l'avais assez en fait au quotidien. Donc j'ai pas trouvé de manque à ce niveau-là. J'ai pas eu des boîtes où on était corseté totalement dans notre action au quotidien. Donc tu avais quand même la liberté de lancer des projets, d'initier des choses, de faire des trucs qui marchent et des trucs qui foirent, et au final ça allait très bien. Ok. Parce que ce débat entrepreneur, freelance, salarié, on en a déjà parlé sur le podcast, mais moi j'aimerais bien savoir, surtout par rapport à l'audience, parce que je me dis dans notre audience, il y a forcément des gens qui vont faire un des trois, tu vois. Dans laquelle de ces trois positions, toi, tu as eu la sensation de progresser le plus vite, donc en termes de skill set, market, business, tout ça? En fait, ça va dépendre des sujets qu'on va aborder. Typiquement, sur les sujets purement marketing, j'ai jamais appris autant que depuis que je suis salarié, pour être très clair. Ah bon? Et même freelance en amont. Parce que t'es focus, en fait, sur un sujet. Ah, ok, d'accord. T'es focus, c'est-à-dire que tu passes 100% de ton temps avec des problématiques métiers. Et donc, évidemment, ton cerveau, en fait, a les effets composés qui marchent à fond pour toi. Et donc, tu deviens très vite très fort. En tout cas, très vite plus fort. Soyons un peu humbles. Alors que quand t'es CEO, en fait, t'apprends énormément de choses sur plein de sujets, mais au final, tu te dis pas mal.
Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu une vérité en nuance. Tu vois, qui est de dire, quand t'es CEO, tu progresses énormément sur plein de sujets, mais il n'y en a aucun que tu deep dive énormément. Enfin, pas au point où quand t'es un salarié. Alors qu'à l'inverse, quand t'es salarié et que t'as un poste typiquement comme ceux que t'as évoqués, bah, évidemment, t'es obligé de devenir un spécialiste de ton métier, quoi. Donc, évidemment, si t'es un spécialiste de ton métier, tous les jours, tu travailles dessus, tous les jours, tu te formes sur des sujets qui sont nouveaux ou qui évoluent. Et en fait, ça te fait de toi quelqu'un qui est beaucoup plus fort, précisément, sur cette verticale-là. Ok, donc en gros, pour toi, c'est vrai que c'est logique, effectivement, parce que là, t'es concentré à 100%, donc tu peux courir plus vite et pas te diversifier sur d'autres trucs. Ok. Moi, à titre indicatif, j'ai quand même eu la sensation d'avoir l'effet inverse, quoi. Enfin, j'ai jamais autant appris qu'en étant entrepreneur. C'est assez bizarre à dire, mais c'est vrai que quand les choses marchent pas, en fait, tu lis plus vite, t'apprends plus vite, tu fais plus de calls, enfin, tout est 10 fois plus fort, en fait. Donc, il y a un peu, je pense que ça dépend plus ou moins des gens, mais bon, c'est pas très important. Du coup, parlons maintenant de la partie de ta carrière où tu as été CMO, donc je disais chez Espar, chez Moving Motion, tout ça, avant de rentrer par la suite chez Alma. Moi, j'aimerais bien qu'on donne des conseils aux first time managers, parce que c'est vrai que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas trop abordé. Enfin, quand toi, tu arrivais dans des nouvelles équipes, comment toi tu faisais pour tirer le maximum du potentiel de tes équipes marketing pour générer de la croissance, quoi? Mais c'est une vraie question et c'est pas simple d'y répondre de manière absolue, quoi. C'est-à-dire que là, je crois qu'en la matière, il y a beaucoup d'itérations. Je peux te donner quelques certitudes que j'ai et puis par ailleurs quelques questions. Les certitudes, c'est que être manager, ça s'apprend plus que c'est naturel. Alors il y a des gens qui ont un certain talent naturel pour le faire, hein, mais même quelqu'un qui serait dénué de ce talent-là pourrait tout à fait apprendre à l'être. Ça, c'est la première certitude. La deuxième, alors je vais citer Carlos Ghosn, une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire il y a deux dangers. Il y a deux dangers. Il y a les managers trop durs et les managers trop mous. Et ça, j'y crois assez. Quand t'as quelqu'un qui brise les élans de tout le monde, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a de contrôle sur rien, il peut être légitime. Ça, c'est la deuxième certitude. Et la troisième certitude, et c'est la dernière que j'ai en la matière, donc j'en ai très peu finalement, c'est que tout est un jeu de confiance. Et ça, pour le coup, j'expérimente énormément. Alors chez Moving Motion, je l'ai vraiment vu, et même si je suis pas resté très longtemps, et chez Alma, c'est évident. Cette question de la confiance, d'être capable de susciter la confiance et cette capacité à faire en sorte que ton équipe ait bien compris que tu étais là pour eux, tu vois. Et ça, c'est assez... une fois que ça c'est intégré, de toute façon, même si t'es jamais parfait, ça c'est évident, et surtout en la matière, c'est très très dur de faire très très bien le travail. Mais quand il y a de la confiance, il y a aussi du pardon quand ça marche pas, et à l'inverse, je sais pas comment on pourrait dire, du ego boost quand ça marche, tu vois. Et ça, c'est assez... potentiellement c'est difficile à faire, mais en revanche quand c'est là, c'est quelque chose de très fort. Et précisément quand les gens ont confiance en toi et qu'ils ont confiance en eux, en tout cas que tu leur donnes confiance en eux, à partir de là, si tu veux, ils n'ont plus peur de tomber. Donc ils tentent des trucs, et comme ils tentent des trucs, et des fois ça marche, tu vois. Et à partir de là, tu vas chercher de la croissance parce que tu tentes des trucs qui existent juste pas ailleurs, et tu veux, ils savent au fond que si ça marche pas, ce qu'ils ont tenté, personne va ce sera pas un procès stalinien pour savoir à qui la faute. Tu vois, ils ont ta confiance, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ils savent aussi quand est-ce qu'ils ont besoin de demander. Et en fait, cette dialectique entre j'aimerais qu'on puisse faire ça et du coup tu les challenges sur ah ouais mais pourquoi on ferait pas aussi ça, et ça te permet justement d'aller les chercher et ils te donnent précisément le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il y a ce côté de confiance qui est, en tout cas quand c'est construit, c'est extrêmement solide, quoi. C'est extrêmement beau. Ça va probablement être la phrase d'intro de cet épisode, voilà, je tiens à te le dire par avance. Du coup, voilà, dans les 5 grosses minutes qui nous restent avant de clôturer sur la partie sur ton parcours, ça passe très vite. J'aimerais bien qu'on parle de carrière, parce que c'est vrai qu'un des grands sujets du podcast, c'est la marque personnelle. Et la marque, généralement, enfin, quand on en parle, il y a toujours une notion d'equity qui est affiliée, donc la valeur qui est affiliée à cette dite marque. Or, pour la marque perso, c'est difficile de valoriser l'equity, quoi. Aujourd'hui, toi, ça fait 8 ans que tu es sorti d'études. On peut considérer que tu es maintenant un marketeur
expérimenté, tu as fait tes preuves, etc. Et du coup, moi, j'aimerais bien que tu donnes des conseils un peu à notre audience, sans nécessairement nous dévoiler les chiffres. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ta négociation de package chez Alma? Parce que c'est vrai que les gens, ils ont du mal à se valoriser. Et si tu aurais des conseils pour la partie négo, pour les gens qui ont déjà, voilà, ils ont déjà bossé 5-6 ans en market, ils aimeraient bien mieux gagner leur vie, comment on vend le truc, voilà, est-ce que tu as des conseils? Ouais, alors c'est sans doute un conseil que j'aurais aimé avoir plus tôt. Euh, Mais ce que je peux en dire, si tu veux, c'est que tu n'as jamais tant de valeur que quand tu es indispensable. Mhm. Et donc, pour être indispensable, il faut aussi être capable de montrer l'impact que tu as. Ça, c'est quelque chose de plutôt difficile dans certaines actions marketing, et notamment, tu vois, par exemple, pour le branding. Quand tu fais des actions de branding, c'est assez difficile de dire, OK, quand j'investis 1 euro, il y en a X qui sortent. Mhm. Ça, c'est assez difficile, mais en revanche, il y a aussi pas mal de sujets, même en branding d'ailleurs, qu'on peut objectiver. Et donc, ce qui est hyper important, c'est que tu sois capable précisément de dire, ok, dans ta négociation, si tu veux, c'est important de dire que dans la boîte dans laquelle tu es aujourd'hui ou tu as été précédemment, ton job, ça n'a pas été de faire passer, la noto de temps à temps ou le nombre de leads créés de temps à temps. Ce qui est important, c'est de dire, ok, c'est simple, quand je suis arrivé, l'impact revenu du marketing, c'était ça, et quand je suis parti, l'impact revenu du marketing, c'est ça. Et à partir de là, tu discutes sur le même plan qu'un sales. Et ça, en fait, ça change toute la discussion. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode, ah oui, mais machin. Là, on est juste sur l'objectif, en tout cas du plutôt objectif. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour la personne en face de dire, ok, si je lui donne ce qu'il me demande, a priori, je vais m'y retrouver, versus quelqu'un qui dit, ah bah ouais, mais on a gagné 4 points de noto. Mm-hmm. C'est très très bien sans doute d'avoir gagné 4 points de noto, mais au fond, qu'est-ce que ça change pour moi? Mm-hmm. Et en fait, c'est ça, le principe de base d'une négociation, c'est juste de montrer à l'autre la valeur que tu proposes. Et donc, un bon moyen d'être payé relativement cher, c'est précisément de montrer que t'as une grande valeur. Voilà, aussi basique comme ça. Ensuite, il y a quand même des questions de marché. C'est-à-dire que concrètement, toi, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expert, tu peux pas arriver à demander 100K par an, ça me semble être compliqué. Mm-hmm. Mais après, il y a des benches de marché qui existent et c'est un bon moyen aussi pour se référer et de dire en fait, est-ce que je suis meilleur que la moyenne, moins bon que la moyenne, et ça déjà ça te donne un petit peu une latitude. Tu vois, typiquement si tu es en négociation avec un futur employeur et que la personne elle te demande de l'exigence, elle te demande d'être vraiment le mouton à 5 pattes et que derrière elle te paye le montant moyen, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Tu vois. Et donc ça tu peux très bien lui dire de manière très franche en mode écoutez, vous cherchez quelque chose d'exceptionnel mais vous voulez payer les mêmes choses que la moyenne, donc ça ne fonctionne pas. Donc soit vous recrutez quelqu'un qui est plus moyen, soit vous me payez au prix que je pense être le juste. Et à partir de là, tu peux avoir une discussion qui est beaucoup plus sérieuse. Quoi. Ok. Je vais reformuler ma question parce que c'est vrai que mine de rien, on a beaucoup d'étudiants aussi qui nous suivent parce que si tu devais donner un conseil à toi qui sort des études, et disons que tu as postulé chez Mercedes-Benz pour un job en marketing et que tu as l'expérience de tes études, c'est-à-dire plus ou moins des stages. Quel conseil tu te donnerais pour gagner un peu mieux que la moyenne? Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, là c'est plus simple, tu as 7 ans d'expérience, 8 ans. Non mais effectivement, alors, ce que je dis est aussi valable si tu as que 1 ou 2 ans d'expérience. Effectivement, ça ne marche pas si tu sors des études, mais si tu as 1 ou 2 ans d'expérience, être capable de prouver la valeur que tu as apportée à l'équipe marketing dans laquelle tu as travaillé, ça c'est possible, même à une échelle qui est plus réduite, et ça fonctionne très bien pour les négos. Donc, ça fonctionne quand même effectivement pour les juniors. Okay. En revanche, c'est un bon point ce que tu dis pour une sortie d'études. Encore une fois, si tu veux te payer de manière exceptionnelle, au sens strict du terme, c'est-à-dire plus que la moyenne, il faut avoir fait des choses exceptionnelles. C'est aussi simple que ça. Et des choses exceptionnelles, ça ne veut pas dire forcément d'avoir gravi l'Everest. Hein. Ça veut juste dire, en fait, la personne que vous recrutez, elle a juste pas un profil standard. J'ai fait mes études, je sais pas, j'ai fait l'ESCA, j'ai fait HEC, j'ai fait whatever, on s'en moque. Mais à côté de ça, je sais pas, tous mes samedis, je les ai passés à faire des maraudes pour aider les SDF. J'ai bossé dans une junior entreprise et j'ai fait ça et ça comme projet, ça a apporté ça et ça comme résultat à l'entreprise. Bref, montrer que t'es pas moyen. En fait, c'est toujours cette discussion-là qui est de dire j'ai des gens à recruter, t'as un pool de candidats, comment est-ce que je fais en sorte pour être le candidat choisi? En fait, le seul moyen d'être le candidat choisi, c'est de stand out. Et un bon moyen de stand out, c'est de faire des choses que précisément personne d'autre n'a fait. Et quand tu parles de personal branding, tu parles de marketing, et le marketing, la base, c'est la différenciation. Donc à partir de là, on reprend les fondamentaux. Si tu veux gagner plus que la moyenne, il faut être différent. Enfin, en tout cas, il faut se différencier de la moyenne en termes de valeur perçue. Aussi simple, entre guillemets, que ça. Claire, limpide. On va pouvoir attaquer maintenant sur la partie autour de votre marque. Donc sur votre marketing, vous avez un business model qui repose sur les clients marchands. Donc c'est grâce aux commissions que vous allez trouver votre potentiel marché et aussi vous rémunérer. On en parlait en off, tu me disais, voilà, le marché aujourd'hui, il est immense. Hein, quand on pense à des marchands, c'est littéralement tout le business qui se trame autour de vous. Et ça explique votre hyper croissance. Donc du coup, votre motto, c'est Supercharging Sales
sales at scale. Donc ça, c'est quand on a un motto comme ça, en règle générale, ça veut dire qu'on blague pas trop. Donc, pour vous, le but, c'est de générer des leads, donc d'accélérer le closing de la team sales. Et ça mène à plein de sujets, notamment principalement autour de l'acquisition. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que vous gérez, vous, la relation entre l'acquisition et le branding chez Alma, parce que c'est quand même un grand sujet de ce podcast. Et on sait aussi que voilà, au sein d'une équipe marketing, il peut y avoir des frictions au niveau incompréhension des tâches de l'autre, sur la profondeur du funnel, sur d'autres choses. Bon, dis-moi tout. Oui, effectivement. Alors, vaste question, et je vais essayer d'y répondre avec méthode. Alors, la première sur l'opposition qu'on voit parfois entre brand d'un côté et marketing et la performance de l'autre. Chez nous, elle est absolument irrelevant. C'est-à-dire que quand on fait du branding, c'est pas pour gagner 4 points de noto. En fait, on se dit juste, on a besoin de gagner 4 points de noto pour arriver à percer auprès de tel et tel marchand ou de tel segment. Et donc, on fait du branding. C'est ça la logique. Et la manière dont on regarde ça, on utilise un indicateur, un KPI qui s'appelle le PAR, le Purchase Action Ratio. Et ça, très concrètement, ça permet de mesurer l'efficacité de tes actions de branding. Concrètement, la contribution de la marque à l'achat. Et pour comprendre ce qu'elle part, en fait, c'est très très simple. Alors du coup, je vais demander à tous nos auditeurs d'écouter la question et d'y répondre. C'est de dire qui connaît la marque Dacia. A priori, tout le monde de tes auditeurs, je suis sûr que tous les auditeurs ont en tête la marque Dacia. Et si je leur dis maintenant, qui envisage d'acheter une Dacia, et ben là, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever. Et ben on peut dire qu'ils ont un part relativement moyen, sinon pas très bon. Et en fait, c'est ça, c'est juste qu'en fait, ils achètent beaucoup d'inventaire, ils font du mass media pour être connus, mais in fine, ils ne sont pas forcément choisis. Et ben nous, notre objectif, c'est quand tu fais de la brand, c'est de faire des actions qui soient suffisamment ciblées, suffisamment pertinentes et suffisamment denses pour qu'à la fin, on soit choisi. Donc si tu veux, la brand chez nous, c'est un contributeur précisément à la lead gen. Évidemment, il est sur des temporalités différentes, avec des actions et des dispositifs différents, mais c'est quand même la même logique. Ensuite, à l'intérieur même de nos dispositifs lead gen, on a des sujets de branding. C'est-à-dire que typiquement sur des audiences qu'on a identifiées, on va d'abord aller chercher un peu de pression publicitaire sur la marque Alma, sur les marqueurs du BNPL, donc les marqueurs du paiement en plusieurs fois, pour que la personne qui ensuite va passer en étape considération, ne soit pas complètement vierge de la marque. Ça, si tu veux, il y a quelques biais assez naturels, notamment la néophobie qui dit si c'est nouveau, alors je n'aime pas. Ça, c'est précisément l'awareness. Ça permet en grande partie de contribuer à effacer ce biais. Et donc, évidemment, ça veut dire que derrière, la brand, ça te permet d'améliorer tes taux de conversion, tes taux de TCTR, ensuite ton taux de closing, etc. Parce que quand tu leur montres une pub de considération, ou ensuite plus tard d'ailleurs de lead gen form, ils ont déjà entendu parler de toi, ils ont déjà vu, ils ne savent pas forcément où, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait déjà eu plusieurs touchpoints en amont. Et ça, on le comprend assez aisément. Très concrètement, si tu es dans la rue et que tu vois une jolie fille et que tu penses que c'est la femme de ta vie, tu vas pas aller la voir en disant est-ce que vous voulez m'épouser? Ça ne fonctionne pas. Évidemment, elle va te dire non. tu vois, mais en fait, ce que je dirais, c'est assez trivial. Quand je te dis, tu rigoles parce que c'est évident que tu vas pas faire ça. Et bien, en même temps, il y a beaucoup de boîtes, notamment B2B SaaS, qui font ça. Elles vont voir leurs prospects en disant est-ce que vous voulez pas qu'on se marie? Un engagement de 12 mois et puis aussi c'est 25 000 € par an. On se connaît même pas. Tu vois. Et donc c'est pour ça, si tu veux, qu'il y a ces étapes-là de funnel et de awareness d'abord, qui est de dire ok, finalement une phase de séduction, pas forcément, c'est très low touch. Et puis ensuite, plus ça va, puis finalement on s'apprécie avec cette jeune femme, et puis finalement à la fin tu peux lui faire ta demande en mariage, et là t'as des chances qu'elle dise oui. Et, si tu veux devenir coach en séduction pour la Startup Nation. Mais si tu veux, encore une fois, c'est des concepts de base, mais en fait c'est un peu la même chanson, quoi, qui est de dire tu peux pas attaquer des gros contrats juste en appelant en cold calling, quoi. Si t'as pas fait ce travail amont de awareness et de branding aussi, parce que le awareness c'est juste connaître la marque, mais le branding c'est d'avoir un univers de marque. C'est hyper important de l'avoir fait en amont parce que ça rend les choses beaucoup plus simples après, quoi. C'est aussi simple que ça. Et donc l'idée c'est qu'on a packagé entre guillemets dans nos dispositifs de lead gen précisément des phases de awareness, des phases de considération qui nous permettent précisément de faire en sorte que quand on appelle un prospect et qu'on lui dise on est Alma, le mec il dit pas Alma c'est qui, tu vois. C'est vraiment ça qu'on veut éviter, et donc on travaille là-dessus, mais de manière très ciblée. Ok, ça marche. Toi t'as fait le choix de construire une équipe market avec des profils très techniques, hein. Tu me parlais de personnes qui viennent du dev avant, de l'ingénierie, ce genre de trucs, donc pour développer des outils maison. Est-ce que rapidement, dans les 5 minutes qui nous restent, tu pourrais nous partager un use case, une anecdote de l'utilisation d'un de ces outils maison pour générer de la croissance? Ouais, bien sûr. Alors moi, je pense, encore une fois, on va revenir aux fondamentaux du marketing. Le marketing, c'est la différenciation.
différenciation. Tous ceux qui l'ont pas lu, j'invite à lire le bouquin de Seth Godin sur la vache pourpre. Vous comprendrez exactement de quoi je veux parler avec la logique de différenciation. Et précisément, mettre de la tech, du marketing très technique, en fait, ça permet précisément d'être différenciant. Et je vais te donner un exemple très concret. On a créé une machine en interne qui s'appelle la centrifugeuse. Et ça nous permet, à partir d'une seule URL en input, typiquement ruducommerce.fr, tu lui donnes ruducommerce.fr et la machine, elle te sort tous les people qui sont relevant au regard de nos personas, tous leurs contacts, évidemment quand c'est GDPR compliant, donc le numéro de téléphone si c'est une ligne fixe, l'email évidemment, le LinkedIn profile, ça te donne tout le kit techno du site. Est-ce qu'ils utilisent PayPal, est-ce qu'ils utilisent un CMS type Shopify, PrestaShop, Magento, whatever. Et ça te sort aussi toutes les données financières, donc firmographiques sur la boîte. Donc ça, si tu veux, en input, t'as juste l'URL et en output, t'as l'intégralité d'un lead qui peut être scoré et ensuite ingest dans le CRM et attribué à un sales. Et ça, si tu veux, ce n'est possible que si précisément tu as des devs qui sont au sein même des équipes métiers. Juste avant qu'on revienne, parce que je vois qu'on a un petit peu de temps avant, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour rester RGPD compliance avec un truc comme ça. Avec un truc comme ça, il faut être extrêmement dur, c'est de dire même si une donnée existe mais que tu n'as pas le droit de l'apprendre, tu ne l'apprends pas. Je veux dire, les règles GDPR, elles sont extrêmement claires en la matière. Et vous avez déjà eu des contrôles ou un truc comme ça ? Non, on n'a pas de contrôle, enfin on n'a pas eu de contrôle, en tout cas so far, mais en revanche on a des agréments de la part de l'ACPR qui dépend elle-même de la Banque de France et qui est l'organisme régulateur des banques en France. Et évidemment, ils sont extrêmement vigilants à ces sujets-là. Ça se comprend assez aisément, quoi. Donc, on n'a pas du tout envie de mettre nos agréments en danger. Donc, on fait très attention à ces questions-là. Ok, ça marche. Bon, sans plus tarder, on va clôturer le podcast en rentrant dans la partie Fast and Curious version brand. Ça fait 2 épisodes qu'on le fait pas d'ailleurs, mais bon, parce qu'à chaque fois on n'a pas le temps, mais là on a le temps, donc on va le faire. Fast and Curious, le concept de combiner version brand, le concept du brand podcast. Donc 3 propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Benoît, est-ce que t'es prêt ? Prêt. Pour toi, qu'est-ce qui a le plus de potentiel business ? Le paiement en 4 fois ou en 12 fois ? 12 fois. Pour effectuer des campagnes brand impactantes, vous êtes plutôt faire tout soi-même ou déléguer à une agence et se concentrer sur l'acquisition ? Une agence, c'est bien. Pour développer ta marque at scale, tu préfères avoir 100 growth ops de plus ou avoir 100 growth engineers de plus ? Growth engineer. Ok. Pour finir, Benoît, quelle est ta question pour moi ? Ma question pour toi, Eddy, elle est un petit peu à contre-courant de ce que tu as pu avoir jusqu'ici, c'est quelle est ta pire expérience de marque ? Ma pire expérience de marque, oh là là. Celle-là elle est assez dure. Honnêtement, en plus ça fait bizarre parce que c'est ma banque, mais je dirais aujourd'hui ma pire expérience de marque c'est Société Générale. Franchement, c'est très possible qu'un jour j'arrive à voir la directrice marketing de Société Générale et d'ici là peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant c'est vraiment... Enfin j'hésite entre Société Générale et une assurance d'une banque dont je ne citerai même pas le nom parce que voilà, mais globalement en fait aujourd'hui je trouve que l'expérience bancaire c'est pas ça du tout, hein. Société Générale par comparatif, j'ai d'autres banques aussi, notamment des banques en ligne, et ils ont mis franchement vraiment énormément de temps avant d'actualiser leur application. Le truc est lent, quand tu payes un truc en instantané, ça s'actualise pas directement sur ton compte. T'essaies d'avoir un conseiller, en vrai, il dit que c'est au téléphone, le mec il essaie de te refourguer un abonnement de X, Y, Z truc. Enfin, c'est vraiment une calamité. Vraiment, la seule raison aujourd'hui qui fait que je suis aujourd'hui présent chez cette marque, c'est que mes parents m'ont inscrit dessus quand j'avais 18 ans. Parce que c'était la banque qui était à côté de chez moi et que c'était ça, quoi. Donc ouais, j'ai hâte de fuir et de partir très très loin. J'ai conscience, hein, et d'ailleurs s'il y a des personnes dans notre audience qui écoutent le podcast et qui travaillent chez Société Générale, que c'est un grand groupe et qui font plein de choses, d'ailleurs ils ont fait une acquisition avec Shine, et je trouve ça très bien, accessoirement, parce que Shine est une très belle boîte que je recommande fortement. De continuer à aller chercher l'innovation par-ci par-là, mais le produit Société Générale, en tout cas aujourd'hui, ne me correspond pas. J'y reste principalement parce que je pense que les procédures de fermeture de compte doivent être longues et que j'ai d'autres choses à faire pour le moment, mais globalement c'est ça, beaucoup de retard par rapport à plein de thématiques digitales. Ils essaient de combler, hein. J'ai vu, il me semble que ou c'était Vivatech ou c'était France Digital, que maintenant ils ont une Head of Innovation, ce genre de truc, mais c'est toujours pas ça, quoi. Aujourd'hui j'ai du mal, vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, mais je comprends. Alors évidemment
je connais pas la Société Générale, donc je peux pas en parler, mais j'ai eu des expériences, notamment avec la Caisse d'Épargne, qui étaient visiblement très similaires. Voilà. Ouais. C'est ça. Le secteur bancaire, c'est assez difficile quand même. Mais c'est pour ça que je pense que d'ici les prochaines années, il va y avoir encore plein de rachats. Parce que c'est vrai que, quand on voit ce que fait N26 Revolut, Memshine, Conto, tout ça, c'est des belles boîtes à la base. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle tout ne s'homogénéise pas. Mais moi, je me rends compte que la concurrence fait une différence phénoménale. Puisqu'en fait, simple fait d'avoir vu d'autres banques maintenant digitaliser le truc mieux, Société Générale aussi, je suis assez étonné, fait les choses un petit peu mieux de temps en temps. Donc. Bon, on va voir ce que ça va donner sur la longue durée, mais voilà, c'était ma réponse à ta question. Sur ces belles paroles, on va clôturer cet épisode. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après quasiment 42 minutes d'épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube, BRVND Podcast. Je sais que c'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que c'est disponible gratuitement si j'ai pas d'abonnement? Si c'est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à nous follow sur Instagram. Pareil, le contenu exclusif là-bas, on discute beaucoup, on construit le podcast aussi ensemble, donc n'hésitez pas à le faire et à nous mettre des commentaires, des reviews sur Apple Podcast notamment pour nous faire grimper dans la catégorie marketing et affaires. Nous sommes classés depuis la première saison. Voilà, c'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. On a échangé de plein de sujets qu'on n'avait pas encore eu le temps d'échanger. On est déjà, mine de rien, à la moitié de cette saison, donc ça fait bizarre. Le temps passe vite, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore plein d'épisodes très sympathiques. Et moi, sur ce, je vais vous dire à lundi prochain, même heure, 8h, sur toutes les plateformes, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci Eddie, salut.